Discussion, les raisons pour lesquelles ça a été un peu plus long à se mettre en place. Pourquoi cette conférence, ce colloque? Parce que c'est une maladie invisibilisée, le Covid long, et évidemment, je pense qu'il y a aussi le fait que je sois une personne minorisée, fait que tout ce qui est invisibilisé, évidemment, m'intéresse particulièrement. C'est invisibilisé par les pouvoirs publics. C'est une maladie qui invisibilise les malades, donc c'est vraiment dans les deux sens. C'est une maladie qui fait souffrir physiquement, psychologiquement, socialement. C'est évidemment pas à vous que je vais l'apprendre. Et je vais évidemment remercier Wislo Santé Publique, et particulièrement Solène. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Parce qu'elle a accepté d'organiser ce colloque avec nous. Et c'est pas évident, forcément, surtout quand on porte un regard très critique vis-à-vis des politiques publiques, et donc y compris même ceux qui ne sont pas en responsabilité politique, et bien ceux qui aussi incarnent ce pouvoir public qui n'a pas pris en charge cette question du Covid long. Je voudrais également remercier les associations Après J20 et Covid long Solidarité d'avoir accepté, voilà, je vous demande aussi si c'était possible d'applaudir. Alors, Michel Zoumkeller, je ne sais pas s'il est arrivé. Voilà, je vous remercie aussi. Ancien député et rapporteur de la loi de janvier 2022 sur le Covid long. Voilà, on en a parlé hier en question orale sans débat. À Alexandre Monin, philosophe et auteur, et à Michael Rochois pour leur présence parmi nous. Évidemment aux intervenants de l'Institut Pasteur, de la PHP, qui vont partager leur expertise. Et évidemment, ça donne aussi une crédibilité à tout ce qu'on dit, parce qu'il y a aussi un sujet avec la question du Covid long, c'est que c'est beaucoup décrédibilisé. Moi, j'ai eu une maladie qui s'appelle la sarcoïdose, et lorsque j'ai eu cette maladie, qui est très difficile à détecter, eh bien, j'ai appris qu'à l'époque où ça avait été découvert, on l'appelait la maladie du simulateur. Donc, je crois qu'il y a quelques similitudes avec la question du Covid long. Je remercie également mes collègues Adrien Clouet et Karine Rodi qui ont accepté de modérer les tables rondes suivantes, et évidemment au service de l'Assemblée mobilisée pour l'organisation du colloque, et qui, j'espère, répareront à mon micro. Parce que là, ma voix commence à affaiblir. Voilà. Évidemment, merci à vous pour votre présence. Je sais en plus que c'est pas facile de faire ce genre de déplacement dans des endroits clos. Voilà, et à visage découvert, même si vous avez des masques, mais c'est quand même un visage découvert, c'est quand même un engagement dans l'espace public. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, quand on doit déjà gérer sa propre vie personnelle. Et je tiens aussi à saluer toutes les personnes qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas venir vraiment, et qui m'ont contacté pour me dire qu'elles étaient ou trop faibles pour venir, ou vraiment un peu stressées. Mais en tout cas, toujours est-il que ce colloque sera retransmis. On va retransmettre les vidéos parce que ça intéresse énormément de monde. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, votre vie a basculé. Voilà, donc c'est toutes ces personnes-là qui m'ont écrit. Et ces témoignages, il n'y a pas que moi qui les connais. En fait, les pouvoirs publics les connaissent. Le monde médical le connaît. Et pour autant, il n'y a pas de politique ambitieuse, ni de recensement des malades du Covid long, ni de recherche renforcée. Les moyens ne sont pas là, en réalité. Et donc, les attentes sont très nombreuses. Je vous parlais de la nécessité d'abord de mettre fin à l'invisibilisation du Covid long. Et donc, c'est vraiment le sens qu'on va essayer de donner à nos premières tables rondes. On devrait détecter, on devrait dépister, on devrait faire de la recherche, accompagner les malades. C'est plutôt un abandon. J'ai l'impression qu'on se voile la face pour ne pas mettre les moyens, justement, puisque quelque chose qu'on ne mesure pas, eh bien, on ne s'en occupe pas. Les chiffres, vous allez les rappeler pendant cette table ronde, mais en tout cas, on peut d'ores et déjà dire que 700 000 personnes ont une forme sévère de Covid long. 700 000 personnes, c'est pas rien, avec les conséquences, puisque parfois l'économie prime, et même des conséquences économiques à tout ça. Si parfois il faut mobiliser des arguments pour faire ouvrir les yeux à certains décideurs, des conséquences sociales évidemment problématiques. Il y avait un texte qui a été voté en janvier 2022 pour une plateforme de référencement et de prise en charge des maladies chroniques de la Covid-19. Pas de décret d'application. Hier, lorsque j'ai interrogé un ministre pour une question orale sans débat,
le principe, c'est que la question était connue d'avance. Donc en fait, c'est pas comme les questions au gouvernement du mardi. La question était connue d'avance, envoyée au ministère de la Santé. Et j'ai eu une réponse. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et puis surtout, moi, ce qui m'a un peu fait sursauter, c'est l'affirmation selon laquelle 90% des personnes ont manifesté un taux de satisfaction par rapport aux différents outils mis en place. Et j'ai répondu que dans la mesure où on ne sait même pas le nombre de personnes qui souffrent de la Covid long, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a une gêne. Donc, oui, c'est ce qu'il a. Oui, voilà. Donc je vais pas évidemment déflorer l'ensemble des sujets qui seront évoqués dans la table ronde. Je voudrais quand même dire que l'objectif quand même de cette réunion, c'est pas seulement d'apprendre sur le Covid long, c'est aussi d'impulser un travail qui sera plus long. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on passe de l'invisibilisation à l'autodéfense sanitaire et à travers un projet de loi donc, pour lequel je vais procéder à des auditions, des visites, parce qu'en fait, on ne peut pas faire venir tout le monde à l'Assemblée nationale, mais il faut faire des visites. Il faut aussi voir ce qu'il se fait à l'étranger, parce que évidemment, on est dans un environnement européen où on peut constater qu'il y a des différences entre la France et l'étranger. Il faut voir aussi le travail qui a été fait à l'époque, vraiment de la crise aiguë, dite aiguë du Covid, avec celles et ceux qui étaient impliqués dedans. Donc voilà un peu l'objectif de ce colloque. Donc il y aura 3 tables rondes. La première que je vais animer, mais je pense qu'en vérité, ce sera Solène qui va faire plutôt tout le boulot. Ça portera sur les traitements, les soins et la recherche autour du Covid long. C'est vraiment pour... miracle. Je vais m'en crier. Ça portera vraiment sur l'état des connaissances en réalité, parce que je pense que c'est hyper important. Et comme cette réunion sera rediffusée, c'est important qu'il y ait aussi de la connaissance qui soit diffusée. La seconde table ronde, elle sera modérée par Adrien Clouet, député de la Gironde. Elle portera sur les politiques de prévention du Covid long. Et la dernière table ronde sera animée par Karine Rodi, qui est députée du Tarn. Elle portera quant à elle sur la place des malades dans la société et la lutte contre la mort sociale. Je précise que mes 2 collègues sont membres de la commission des affaires sociales. Et donc, ce sera un point d'appui ensuite lorsqu'on voudra travailler sur le sujet ici. Et j'ose espérer que le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale fera en sorte que ce texte soit étudié et je l'espère qu'il puisse être transpartisan. Voilà. Donc, première table ronde. Je vais présenter les invités et puis je te laisserai faire l'introduction, Solène. Donc, Solène Tanguy de Winslow, Stéphane Corbel, Tom Lachaise de Après J20. Normalement, il y a les chevalets qui sont arrivés. Priscilla de Covid long Solidarité. En visio, nous avons Louis Lebrun. Et puis, nous avons Guillermo Diaz de Mello de l'Institut Pasteur. Donc, alors, je vais vous dire quelques règles avant de commencer. Ouais, là, oui, ça y est, c'est bon, voilà. Oui, c'est toi qui vas faire tout ça. Hein. Oui, la définition du Covid long. Hein. Ah oui, tu vas bosser. Alors, comme vous voyez, il y a des micros qui sont devant vous. À chaque fois qu'il y aura un intervenant, il faudra activer le micro. Et en fait, quand vous avez terminé, il faut bien l'éteindre, parce que s'il n'est pas éteint, on ne peut pas parler par ailleurs. Et puis, voilà, seulement lorsque vous parlez. Voilà, je pense que c'est bon. Je peux te laisser introduire ce qu'est le Covid long. Et puis ensuite, je vous laisserai chacun autour de la table faire un petit peu votre analyse de la situation sur le système actuel de prise en charge du Covid long. Merci à vous. Je regarde si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui. Tout d'abord, je veux remercier Nadège Abomangoli pour nous avoir permis d'organiser ces tables rondes avec elle. Vraiment, c'est super. Merci pour le port du masque au public et aux intervenants. Voilà, on est dans une remontée épidémique. Les réinfections abîment les personnes concernées et les autres aussi. Voilà. Au début de la pandémie de Covid, on nous a dit, sauf dégradation vers la réanimation, vous serez malade 19 ou 20 jours. Durée arbitraire calée sur la base de la phase aiguë.
Les malades de la première vague ont pu penser au départ être seuls un petit peu à vivre un Covid étalé sur une tartine de temps avant de se rendre compte qu'ils étaient nombreux, trop nombreux au fur et à mesure. 5 ans après le début de la crise, les malades sont toujours là et de nouveaux ne cessent d'arriver. Les malades ont tout fait eux-mêmes, dans des états et dans un contexte critique pour l'accès aux soins. Ainsi, le nom Covid long, que d'ailleurs tant de personnes tentent de modifier, a été choisi par les malades, par notamment Elisa Perego, terme large pour pouvoir englober toutes les conséquences différées et chroniques du Covid. L'information aux médecins est faite par les malades, la prévention est faite par les malades, avec d'autres patients chroniques se savant particulièrement exposés à handicap supplémentaires, voire pire parfois, pour certains d'entre eux, notamment je pense aux personnes immunodéprimées, et qui ont été à nos côtés. Le Covid long est défini par la NASM comme la maladie chronique qui survient après une infection par le SARS-CoV-2 et qui est présente pendant au moins 3 mois sous la forme d'un état pathologique, soit continu, soit récurrent et rémittent, donc qui va et qui vient, ou progressif, qui affecte un ou plusieurs systèmes organiques. C'est donc une maladie qui est multisystémique. Si on veut la décrire, parce que c'est très vague, c'est une maladie chronique à tropisme vasculaire très important, due à l'infection au SARS-CoV-2, qui présente différents mécanismes. Les 3 mécanismes causatifs, il y en a d'autres qui sont plus secondaires, mais qui existent aussi. Mais les 3 mécanismes causatifs qui font consensus, c'est la persistance virale, la thromboinflammation. Donc, l'inflammation, c'est quelque chose d'assez important. Les 3 sont importants. La dysimmunité, dont l'auto-immunité. Eux-mêmes en entraînent d'autres ensuite. C'est donc un virus qui est persistant, et vivre avec le virus, les malades du Covid long le font littéralement, on le sait aujourd'hui. La conséquence de cette infection chronique, c'est une dérégulation immunitaire, dont de l'auto-immunité, une hypercoagulation, une inflammation et des dommages organiques particulièrement importants au cœur, cerveau, rein, pancréas, etc. Le déclenchement en conséquence de parfois très nombreux symptômes, alors il doit y en avoir sur, je ne sais pas si le flyer que vous avez, donc il y a de très nombreux symptômes qui peuvent être déclenchés selon les systèmes organiques touchés et de diverses maladies qui peuvent être déclenchées également. Il y a des maladies auto-immunes, pulmonaires, l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, des problèmes cardiaques, des caillots sanguins, des AVC, des embolies, des problèmes neurologiques spécifiques, des diabètes, des démences, des pathologies digestives, rénales, etc. qui font partie du spectre du Covid long. Exemple récent qui est dans le livret, une étude montre une prévalence du Covid long plus forte et des liens avec l'endométriose, par exemple. Il y a la même chose avec une étude récente sur le lupus, une maladie auto-immune. Dans les symptômes, la dyspnée, la confusion, des dysfonctionnements neurologiques, de l'épuisement ou des malaises post-effort, qui est aussi la marque de l'encéphalomyélite myalgique, de l'arythmie, des douleurs thoraciques, des douleurs articulaires, c'est variable. Il peut y avoir aussi des marbrures, du livédo, des choses qui apparaissent au niveau cutané. Chacune de ces présentations diverses peuvent être légères, modérées ou sévères. Il n'y a pas de règle. Certains malades sont alités, certains luttent pour retrouver leur souffle, leur voix, pour se laver, pour s'habiller sans défaillir, pour manger, ils perdent emploi et soutien familial. Certains ont des complications vitales traumatisantes, mal détectées, parfois maltraitées. La maladie est évolutive. Elle peut s'améliorer, s'aggraver. Elle peut être invalidante. Elle peut aussi être dangereuse. On sait que les risques de décès sont multipliés par 2 dans la première année suivant l'infection. Ça, c'est l'étude JAMA de 2023, souvent des complications cardiovasculaires. Le Covid long n'a pas de traitement, mais aussi il n'est toujours pas considéré en termes de risque de santé. Et ça, c'est inacceptable. Les réinfections augmentent les risques d'avoir le Covid long et abîment les malades déjà atteints. Le Covid long touche tout le monde, les enfants inclus, les personnes âgées aussi.
malades ou bien portants. Mais il touche de façon encore plus importante les personnes déjà malades, chroniques et handicapées. Mais pas que. 20% les plus pauvres ont une prévalence 2 fois supérieure aux 20% les plus riches. Étude The Lancet 2024, Clinical Update. C'est pour ça que c'est un sujet de gauche aussi. Et pourtant, ceux qui se savent Covid long sont souvent à bagage culturel et social plutôt élevé. D'ailleurs, les biais dans les questionnaires symptomatiques avec recrutement sur les réseaux sociaux pour les plus informés sont béants. On a besoin de quelque chose de sérieux. Sans recensement, avec les tests qui disparaissent, toute une partie des Covid longs sont sortis de la maladie s'ils ne correspondent pas au profil choisi. En attendant, risque multiplié d'infarctus, des suicides. Le Covid long peut tuer de diverses façons. Nous l'avons tous ici constaté dans les associations qui suivent les malades. Honte aux médecins et autorités sanitaires qui minimisent la maladie. Avant que l'on rentre dans le cœur de la thématique, vous m'accorderez un léger hors-sujet qui n'en est pas un. Au-delà du Covid long, le SARS-CoV-2 abîme les santé des individus de façon plus ou moins silencieuse, ainsi que le bien commun qu'était ou qu'est notre système de santé. Les virus ne sont pas nos amis, le Covid n'entraîne pas le système immunitaire, il l'abîme autant qu'il abîme les organes. Et ici, la limite avec le Covid long est une zone grise. Or, le SARS-CoV-2, c'est le virus des 4 saisons. Il ne suit pas la saisonnalité décidée par le ministère. Se suivent donc toute l'année des compensations de maladies chroniques, effets différés, passage aux urgences. Donc le Covid long, c'est un drame individuel pour les patients, mais collectivement, c'est un phénomène qui n'est pas soutenable. Le monde d'avant écrasait déjà les plus faibles, mais les promesses de monde d'après ont été oubliées assez vite, avec une société qui est rendue plus agiste, plus validiste, par l'acceptation sans débat ni hommage de centaines de milliers de morts et de millions de handicaps au nom du retour à la normale. On a été acculé à l'auto-organisation, pour ceux qui en avaient la possibilité et la force, ce qui est incroyablement enrichissant. J'y ai rencontré des personnes merveilleuses, mais elle ne permet pas d'être soignée dignement et ne peut protéger ni nous, ni nos proches, ni nos enfants. Les malades veulent vivre, être soignés, aller à l'école, sortir de la précarité, de l'isolement. Dans une société qui passe 80% du temps en intérieur, la charge de la prévention collective et de l'information ne peut reposer sur nos seules épaules. On a besoin de soutien, de la recherche de vrais soins. Le Covid, c'est pas fini. Alors, je suis heureuse d'être ici pour voir ensemble qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà. Alors, la table du coup qui commence, c'est la table recherche et traitement. On n'a pas décidé d'ordre de prise de parole sur la table. Je vais couper mon micro et laisser reprendre mon souffle et laisser quelqu'un commencer. Peut-être les deux autres associations veulent commencer, peut-être après. Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, Solène et mes amis d'après-J20, donc déjà merci pour l'invitation pour cette journée. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel en 2025 de pouvoir être là et continuer de porter ce combat qui est de plus en plus invisibilisé. 5 ans, ça fait déjà 5 ans que certains souffrent en silence, qui sont gaslightés par leurs médecins, par le système de santé. Et ça continue, les vagues s'enchaînent, même si dans l'actualité ça ne se voit pas. Le coût pour la France, estimé par The Economist, de 0,5 à 1% du PIB, soit 15 à 30 milliards d'euros par an. Et pourtant, quasiment rien n'est fait. Les centres experts Covid long ferment les uns après les autres. Aucun traitement n'est développé en France. On est très loin d'avoir une autorisation de mise sur le marché d'une molécule qui pourrait être efficace. Ce qu'on nous propose, de la rééducation pulmonaire, olfactive, bref, un pansement sur une jambe amputée. 3 leviers immédiatement pourraient être activés pour changer cette situation. L'application, le décret d'application de la loi Zoom-Keller 2022. Recenser les patients, savoir sur le territoire qui est atteint. Ça serait déjà donner de la visibilité. Non seulement, mais aussi ça permettrait de rationaliser le parcours de soins sur le territoire et également de trouver un pool de patients pour être inclus dans les projets de recherche.
La reconnaissance en ALD et en congé longue durée. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas trouver de remède miracle immédiatement, mais les gens souffrent, ils perdent leur travail, ils perdent leurs revenus, ils perdent le soutien, le filet social. Il faut que ça cesse, il faut permettre aux gens de survivre malgré leurs symptômes qui peuvent être très invalidants. Et enfin, réactiver le réseau de centres experts, avoir enfin les médecins qui s'intéressent au Covid long, discuter entre eux, échanger des informations, utiliser éventuellement des médicaments hors AMM qui pourraient être efficaces, comme le font les Allemands, comme le font les Anglais. Oui, ça coûte, mais comme je vous ai dit, 15 à 30 milliards d'euros de coûts, directs ou indirects, perte d'emploi, arrêt maladie, perte de productivité, brouillard cognitif. Comment récupérer de l'argent ? Déjà, la Cour des comptes a estimé que les cures thermales n'apportaient aucun service médical rendu. Ça coûte 250 millions d'euros, payés par Nicolas. Reprenons ce budget, fléchons-le vers des traitements off-label prometteurs, réactivons les centres experts, et là, nous aurons un impact mesurable. En bref, sortons du ni fait ni risque, offrant aux malades un parcours clair, aux soignants des outils, et à la collectivité un retour sur investissement sanitaire. La France peut rattraper son retard, il suffit d'allouer son argent où il soigne réellement. Je te laisse. Alors, bonjour à tous et merci Madame la députée, merci Solène. Merci à tous d'être venus, merci à Michel Zoum-Keller d'être là, à Amélie, notre avocate. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait à rajouter parce que Tom et Solène ont expliqué beaucoup de choses. J'aimerais peut-être juste lancer un petit paragraphe sur le Covid long pédiatrique, ayant moi-même mes 2 enfants touchés aussi. Et l'étant moi-même. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Les médecins sont très, très peu informés, formés. Le corps enseignant encore bien moins. Compte tenu de la pénurie des orthophonistes, etc., c'est également très, très compliqué pour pouvoir mettre en place derrière un PAI. Quand on regarde en fait dans la globalité de la France, donc moi j'ai retenu réellement une seule pédiatre en France vers qui on peut retourner les enfants et elle se situe sur Marseille. Voilà, donc la prise en charge des enfants est encore pire que celle des adultes. Au niveau de l'atteinte, en fait, ils peuvent être atteints exactement comme nous. Donc, ils peuvent développer une EM, ils peuvent développer un syndrome d'activation mastocytaire, ils peuvent avoir des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, beaucoup de choses. Et on sait, le Covid long se diagnostique très difficilement. Donc, il faut vraiment avoir un médecin qui ouvre l'oreille et qui croit le parent, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus. On a eu le cas d'une maman qui a été accusée d'un syndrome de Munchausen et la petite lui a été retirée. Et voilà, ça peut aller très très loin. Et puis, je crois que j'ai rien de plus à ajouter que ce que les collègues ont dit. Tu y vas ? Ok, je ferai après. Madame la vice-présidente, Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci pour l'invitation pour participer de cette matinée. Du point de vue je suis là comme chercheur et du point de vue de la recherche, je pense que c'est très important aussi. C'est très intéressant, le Covid long, c'est déjà une maladie qui a été au début reconnu et par les propres patients, donc différemment de SARS-CoV-2. Donc, c'est quelque chose qui vient des patients. Et au début de la crise SARS-CoV-2, donc, tous les chercheuses qui pouvaient se sont réorientés pour participer à ce qu'on appelait la task force, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Après, au fur et à mesure du temps, on a réussi un peu à contrôler la COVID-19 aiguë. Et petit à petit, la recherche sur Covid long et les conséquences à long terme a commencé aussi un peu à descendre. Donc, c'est de plus en plus difficile à continuer d'essayer de comprendre cette maladie parce que déjà, comme a été décrit, la définition de Covid long est complexe. Donc, il y a beaucoup de systèmes, d'organes qui peuvent être atteints.
Et du point de vue de microbiologie de maladies infectieuses, pour qu'on puisse définir une maladie, il faut qu'on trouve une cause, il faut qu'il y ait quelque chose qui cause un déséquilibre à l'équilibre de l'organe. Ça peut être plusieurs hypothèses. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc, la persistance virale, c'est une forte probabilité. Où est-ce que les virus il peut persister dans un organe spécifique et à une concentration à bas bruit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ces points-là. L'inflammation, la dérégulation de l'immunité. Et pour cela, du point de vue de la recherche, il faut qu'il y ait des chercheurs investis. Pour que les chercheurs et chercheuses puissent travailler, il faut qu'il y ait de budget dédié à ça. Et c'est quelque chose qui est possible, est faisable. Il faut juste que patients, chercheurs, pouvoir politique, on travaille tous ensemble pour essayer d'aller dans la meilleure direction et à la meilleure vitesse possible du côté de la recherche. On ne peut pas aller plus vite que la recherche. On ne peut pas vouloir aller trop vite parce qu'il faut prendre du temps pour comprendre. Et il faut, à mon avis, aujourd'hui, il faut déchiffrer, décrypter les mécanismes qui amènent à cette persistance des symptômes. Ils peuvent être multiples, mais il faut qu'on comprenne. Et pour ça, donc, il faut qu'on aille tous ensemble et il ne faut pas qu'on laisse cette maladie devenir une maladie négligée. Il y en a plusieurs exemples et je pense que Covid long, il risque de devenir une maladie négligée. Donc, l'importance de ces colloques aujourd'hui, c'est justement de continuer à parler de ça. Il ne faut pas laisser ces sujets de recherche de santé publique, maladies, s'estomper. Voilà, pour moi, c'est bon. Oui, je vais juste dire un mot et puis peut-être Louis ensuite aura, parce que j'aurai une question peut-être à lui poser à la fin de ma prise de parole. Oui, je pense qu'il faut un grand plan de recherche dédié, axé vraiment sur les causes, mécanismes profonds du Covid long. Qu'il n'y ait plus de recherche sur la psychologie des personnes et la personnalité des Covid longs. Le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est le virus, c'est le pathogène. Donc, on a beaucoup de recherches sur le pathogène, ça c'est la chance qu'il y a pour le Covid long. Donc, il faut l'exploiter et puis faire de la recherche dédiée à cette persistance. Et puis, il faut aussi, en France, alors je pense que c'est dans d'autres pays, il y a une tendance à récupérer les données de santé des patients sans soin derrière. On a l'impression que les Covid longs et les malades chroniques, pas que les Covid longs d'ailleurs, deviennent des bases de données de santé ambulantes et gratuites, sans que derrière, il y ait autre chose que des préconisations sur les symptômes qui sont les moins spécifiques, on va dire. Alors, on va vous donner quelque chose pour la fatigue ou autre, des compléments alimentaires. Mais on va vous renvoyer vers des boutiques de compléments alimentaires, comme ça se fait apparemment aux États-Unis. Donc, il y a le risque aussi que ça aille vers de la recherche qui soit pas profonde, quoi. Donc, et je pense que pour avoir quelque chose de sérieux, il faut vraiment un budget dédié, un plan d'action. Sur le Covid long. Et voilà, peut-être aussi que, je ne sais pas, alors ça c'est peut-être une question à reposer ensuite aux collègues de Pasteur, c'est que on aimerait aussi que ça porte un petit peu sur maximiser l'espérance de vie des malades aussi. Alors soulager bien sûr leurs symptômes. Mais voilà, il y a peu de choses qui sont faites sur les complications, les risques. Il y a des risques de cancer qui commencent à apparaître, par exemple. Ça serait bien de prévoir un peu, vu le nombre de personnes touchées, ça serait bien aussi qu'une part de la recherche aille aussi vers le futur des personnes en question. Parce qu'il y a quand même des enfants qui sont touchés. Donc ça serait... Voilà. Donc, et puis pour les médecins, c'est terrible. Et puis on l'a tous constaté. Je ne sais pas, alors ça c'est peut-être Louis Lebrun qui pourrait nous en parler. Qu'est-ce qui pourrait se faire en termes de DPC obligatoire, de formation obligatoire des médecins? Il faudrait que tous les médecins spécialistes aussi
soit formé. Si vous allez voir un neurologue ou un cardiologue au hasard, il ne connaîtra pas forcément les spécificités du Covid long, et du coup, parfois, ça peut même ne pas être le bon traitement par rapport à ce que vous avez. Donc voilà, je ne sais pas si Louis nous écoute et s'il a une idée là-dessus. Alors Louis, est-ce que vous nous entendez? Alors je précise que sur la visio, là, sur les écrans, on ne les verra pas, mais j'éteins mon micro. Le temps qu'on règle le problème, moi j'ai peut-être une petite question. Votre regard sur vous avez commencé à en parler, hein, notamment parce que j'ai vraiment bloqué sur la pédiatre. Euh, Comment est-ce que, en fait, que vous dit le corps médical là-dessus, en fait, en termes de connaissance du Covid long? Et en fait, quel diagnostic ils font, en fait? Est-ce que c'est plutôt sur les symptômes? Est-ce que il vous est déjà arrivé, enfin, je pense qu'on va discuter avec la salle, donc il y aura des témoignages, mais de tomber directement sur un médecin qui accepte le fait que le malade dise je pense que j'ai un Covid long. Est-ce que vous êtes tombé sur un médecin qui vous parle de Covid long? En fait, vous et vos rapports avec en tant qu'association, quel dialogue vous avez avec le corps médical? Non, je dirais que c'est plutôt le patient qui s'auto-diagnostique, entre guillemets, et qui va vers le médecin et qui lui dit, voilà, j'ai tel et tel symptôme, j'ai entendu parler de telle et telle chose. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de réel test diagnostic, et les enfants, c'est encore pire, en fait, parce qu'ils ne s'expriment pas, ils vivent les symptômes au quotidien, mais ils le vivent pas dans la profondeur, enfin, ils l'expriment pas dans la profondeur, et c'est là toute la gravité de la chose. Moi, je sais que j'ai eu une chance inouïe d'avoir un docteur qui est génial et qui nous a suivis au bout de la première année quand même, hein, je précise, malgré toute... je trouve pas le mot. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est très très rare. Combien d'enfants on leur dit c'est rien, ça va passer, c'est dans sa tête, et puis remettez-le à l'école, poussez-le, et non, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Et c'est comme ça avec la majorité du corps médical finalement. Je vais ajouter un petit point, si c'est possible. Si Louis, je ne sais pas si on va l'entendre. En plus, il y a des imageries. Hein, la scintigraphie de ventilation-perfusion, notamment chez les Covid longs enfants, elle a montré des défects sur les poumons qui sont corrélés au niveau de fatigue, par exemple. Et jamais ils vont vers l'imagerie. La capillaroscopie, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. C'est des imageries qui ne sont pas déployées, en fait. Donc, il y en a, mais il n'y a aucune volonté d'utiliser des imageries qui, pourtant, alors elles ne sont jamais à 100%, hein, mais si vous êtes à 80%, 85% de spécificité, c'est quand même bien aussi de pouvoir acter. Et puis en plus, ce sont des dommages organiques, donc c'est important de le savoir aussi. Et il y a aussi un souci sur les imageries. Est-ce que, Monsieur Lebrun, est-ce que vous pouvez retenter et notamment avec une question, en fait, comment se fait-il que le corps médical, les relations soient aussi difficiles avec les patients souffrant du Covid long? Est-ce qu'il y a un désintérêt? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai désintérêt ou pas pour ce sujet? Louis, on se demandait deux éléments. Comment on pourrait faire... Alors, pourquoi il y a un tel désintérêt du corps médical sur le Covid long et un tel manque d'informations, et comment ça pourrait se régler? Est-ce que des DPC obligatoires peuvent être imaginés? Est-ce que les médecins spécialistes peuvent être formés, etc.? La question est excellente, et évidemment, je n'ai pas véritablement la recette et la réponse. En fait, moi, en tant que praticien de santé publique, ce que j'observe, c'est que le Covid et le Covid long, c'est vraiment un défi pour la société sur de multiples axes. Et je ferais peut-être un peu un parallèle avec le Mediator.
la crise du Mediator, quand effectivement les valvulopathies ont été diagnostiquées, euh, au début, les cardiologues disaient aux patients, vous avez certainement dû faire un rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance, passé inaperçu, c'est une forme atypique, mais voilà, c'est ça. Donc, il y a une tendance naturelle à mettre dans les cases déjà connues quelque chose de nouveau qui apparaît, même s'il bouscule, et là, le Covid a bousculé effectivement un grand nombre de paradigmes ou de certitudes scientifiques. On pensait qu'il était principalement manuporté. Non, il est aéroporté, mais ce changement de paradigme est très très difficile à faire, d'autant que effectivement, des décisions d'organisation de nature politique ont été prises sur des bases qui maintenant se révèlent un peu fausses pour certaines, ou en tout cas moins solides et plus marginales, en tout cas. Et qu'il est difficile souvent pour les politiques d'admettre qu'ils se sont trompés et de changer les choses, et pas seulement pour les politiques, d'ailleurs pour tous ceux qui sont en situation de responsabilité, c'est souvent très difficile d'admettre qu'on s'est trompé et que eh ben, il faut avoir maintenant d'autres référentiels. Et donc je pense, et que par ailleurs, il y a aussi une tendance naturelle des gens, d'une façon générale, à vouloir oublier les problèmes. Euh, donc au lieu de les affronter, on préfère les minimiser, voire les nier, surtout lorsque cela concerne une partie de la population qui n'est pas forcément la population qui, passez-moi l'expression un peu triviale, est aux manettes. Euh, Quand les dirigeants sont personnellement confrontés à des problèmes, en général, les solutions arrivent plus vite. Quand ce sont les autres, eh bien, tout dépend du sens de l'intérêt général qu'il y a. Et je crois que c'est là le défi du Covid long, qui a révélé le validisme de la société encore pire que ce que vivaient les personnes handicapées. Et une fois le premier épisode aigu, le pic, si j'ose dire, le pic passé, eh bien, on repasse dans une situation où il faut vraiment avoir, comme ça a été aussi pour le cas du sida, les personnes concernées qui, malgré toute la fatigue, et moi je salue toutes les associations et toutes les personnes atteintes qui donnent de leur personne vraiment pour effectivement que le sujet ne soit pas occulté, que les chercheurs aient des moyens de chercher et qu'on n'ait pas et qu'on ait vraiment des fonds qui ne soient pas focalisés sur les sujets mainstream, si j'ose dire, parce que eh bien, la recherche profitera au plus grand nombre. N'oublions pas que ce que l'on met actuellement en termes de évolution de comportement des gens depuis le Covid en matière d'absentéisme, par exemple, c'est pas de la mauvaise volonté, mais les gens sont davantage malades, mais tant qu'on ne les teste pas, qu'on ne diagnostique pas, on ne saura pas pourquoi. Effectivement, c'est facile de dire, ah, les gens ne veulent plus travailler, on va les obliger à, alors qu'en réalité, un certain nombre, en tout cas, sont malades. Donc je crois que c'est effectivement, il faut trouver un moyen de bien faire prendre conscience de cette nouveauté dans le paysage sanitaire. On a un virus qui, comme ça a été dit tout à l'heure, est un virus des quatre saisons et pas un virus hivernal. Et il faut vraiment réussir. Et ça passera aussi parce qu'à certains endroits clés, il y aura des gens convaincus. Il faut vraiment réussir à faire évoluer les mentalités. La formation est importante et moi j'étais admiratif de la formation Barvisio qui a été réalisée il y a quelques jours
sous l'égide du Syndicat national des jeunes médecins généralistes et puis Winslow Santé publique. C'était vraiment une formation de bonne tenue. Et c'est vrai, il faut mettre le sujet dans le débat public. Et c'est ça qui compte. Et ce colloque d'aujourd'hui est très bienvenu pour cela. Moi, j'ai une question à vous poser parce que, en fait, Solène, tu en as parlé également, donc réponds qui veut. Hier, dans ma question orale sans débat, j'ai parlé du manque d'essais cliniques. Tu as parlé de biais qui font que certaines personnes qui pourraient participer à ces essais n'ont pas la formation, ne sont pas recensées. En fait, peut-être, c'est quoi aujourd'hui, en fait, l'état de la situation, puisque hier, en plus, on m'a dit qu'il y avait des fonds pour la recherche qui avaient été débloqués. Voilà, c'était la réponse du gouvernement. Donc, vous, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus, en fait? Les fonds pour la recherche, les essais, on en est où en France? Et peut-être nous expliquer aussi par rapport à d'autres pays européens, qu'ont fait d'autres pays européens sur le sujet. Parce que, bon, ça pourrait être un indicateur intéressant. Donc, je laisse peut-être les médecins s'exprimer. Décidément, je n'arrive pas à éteindre mon micro. Peut-être que le collègue de Pasteur serait mieux placé pour... On écoute le collègue de Pasteur et après, il aura un petit truc à nous montrer. Après, on pourra... Oui, en fait, des essais cliniques, la définition déjà d'essai clinique est très variable. Donc, il y a plusieurs phases pour un essai clinique. Il y en a eu, il y en a encore dans plusieurs pays des différents essais, surtout sur les antiviraux. Il y a les Paxlovid qui je pense, c'est les plus connus, qui, selon l'étude, peut avoir des effets ou selon l'étude, pas d'effets, selon les nombres de participants, selon la phase de l'étude. Je pense que la problématique principale, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, et après peut-être je vais être un peu répétitif, mais comme il n'y en a pas encore une connaissance précise de mécanisme d'action, de comment cette pathologie s'installe et se déroule, peut-être on n'est pas encore capable de savoir quelle est la thérapie la plus adaptée pour essayer de la développer. Donc l'antiviral, il est très utile certes, mais il faut qu'il y ait du coup les virus à une forte réplication de l'organisme pour qu'ils puissent agir. Si le virus il est caché quelque part, l'antiviral va être peut-être moins efficace, du coup, pour le développement des symptômes à long terme, ils vont être moins efficaces. Par exemple, les virus, il a déjà été montré qu'il peut persister dans certaines cellules de la défense, donc certains globules blancs, par exemple. Il y a des études qui ont montré que les virus peuvent persister dans les poumons. Moi, je travaille un peu sur le cerveau et on voit qu'il peut persister aussi dans certaines zones, dans plusieurs modèles. Donc, il y a la connaissance, elle se fait, mais simplement prendre n'importe quelle molécule pour faire des tests d'essais cliniques, ce n'est pas non plus judicieux parce qu'on est en train il y a des patients qui ont besoin, donc il faut qu'on propose les meilleures alternatives, les meilleurs traitements. Donc, les tests d'essais cliniques, donc ça sera avec des molécules qui ont des connaissances, mais on ne peut pas commencer des tests cliniques avec n'importe quelle molécule sans les connaissances de base. Moi, personnellement, je travaille sur la compréhension des mécanismes, donc je ne fais pas d'essais cliniques, mais l'objectif, c'est justement qu'on essaie de trouver des marqueurs, soit pour les diagnostics, ou des marqueurs soit pour une voie qui est un peu impactée pendant cette maladie, pour qu'on puisse essayer de voir quel médicament, quelle molécule pourrait agir pour essayer de combler cette déficience. Oui, la question... pénible ce truc. La question qu'on se posait en fait quand on préparait le colloque et quand on voulait interroger le ministre, c'est en fait concernant la recherche, concernant la santé, le secteur médical dans son ensemble. Par quoi il faut commencer en fait? Par quoi il faut commencer? Pas seulement dans la reconnaissance de la maladie, ça serait un préalable, mais une fois que la maladie est reconnue, comment est-ce qu'on enclenche une prise en compte médicale parce que les essais cliniques, évidemment, c'est quand on est arrivé à un certain stade de connaissance de la maladie.
qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la santé, dans le monde de la biochimie, pour vraiment mettre sur les rails une volonté de traiter le Covid long. Quand on ne connaît pas le système, on a du mal à voir, en fait, parce que dire il faut des fonds pour la recherche, oui, d'accord, mais comment on commence? Pour soigner et traiter les patients, donc la première chose, c'est il faut le diagnostiquer. C'est si les patients, il n'est pas reconnu en tant que malade de Covid long, il ne peut pas être pris en charge par ça. Après, il y a soigner donc l'individu, un patient il doit être pris en charge aussi par les symptômes que ces patients ils présentent. Donc, il faut que ce soit soigné à l'individu, mais aussi il faut que ce soit soigné dans son ensemble. Donc, c'est un Covid long et que la définition, il faut qu'il y ait tous les corps médicaux, il y ait une définition et que tout le monde puisse l'appliquer. Soit, je ne peux pas m'avancer, mais soit la personne qui va prendre en charge, elle n'est pas au courant du Covid long, soit elle ne croit pas au Covid long, il y a éventuellement cette possibilité, malheureusement, soit elle n'a pas les outils disponibles pour agir. Donc, il faut qu'il y ait une force d'action pour que tout le monde soit dans la même longueur d'onde. Mais pour l'accueil des patients, moi, je donnerai la parole peut-être à nos collègues de la PHP qui ont le contact direct avec les patients. Je laisse, tu voulais dire un petit mot quand même sur la possibilité éventuelle d'essais cliniques. Il y en a quand même qui débutent. Toi, tu voulais montrer. Je voulais juste rebondir du coup sur ce que disait Guilherme. Tout à fait d'accord qu'il faut aller en profondeur sur les mécanismes pathophysiologiques pour vraiment voir ce qui se passe et trouver comment cibler la maladie. Mais par contre, là où je me mettrais un peu en porte-à-faux, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir pour lancer des essais cliniques. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a de la persistance virale, de l'auto-immunité, de la thrombopathie, des dysfonctionnements du microbiote. Et la France est particulièrement conservatrice sur les essais cliniques. Et dans les autres pays, on n'attend pas forcément de tout savoir pour commencer à chercher en fait qu'est-ce qui pourrait commencer à soulager un peu les symptômes. Du coup, juste pour donner un peu d'ordre de grandeur, bon, c'est des chiffres un peu vieux, 2023, mais la France investissait 15 centimes par habitant dans la recherche structurée sur le Covid long. C'est 20 fois moins que les États-Unis, 4 fois moins que le Royaume-Uni et que l'Allemagne par habitant. Je travaille dans la recherche clinique et j'étais en Allemagne quand j'ai développé le Covid long. Et je peux vous dire que dans les médias, ils en parlaient très régulièrement. Ils collaient ça d'ailleurs à l'encéphalomyalgie myalgique, ils collaient ça d'ailleurs au syndrome post-vaccinal. Et c'est incroyable de voir l'organisation des Allemands pour trouver des financements par Länder ou fédéral pour lancer des programmes structurés. Alors, du coup, en France, comme on regarde un peu son nombril et pas trop ailleurs, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des essais cliniques dans le monde? Donc, on est allé sur le registre de l'OMS et on a filtré tous les essais cliniques thérapeutiques qui mentionnaient le Covid long dans son acception large. Et on aboutit à ce site internet, ce qu'on a lancé, c'est juste un prototype, où vous avez la carte mondiale. Il y a 550 essais cliniques thérapeutiques dans le monde et seulement 4 en France. Donc c'est possible, on peut commencer à essayer de repositionner des molécules, à essayer des antihistaminiques, des antithrombotiques, des antiviraux, donc c'est possible. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut... Oui, en Espagne, il commence aussi en fédéral. Oui. Il y a un essai clinique antiviral qui commence en Catalogne. Donc, il y a aussi un fonctionnement, en effet, très conservateur en France. Est-ce que... Je ne sais pas si Michael voulait dire quelque chose pour clôturer avant qu'on débatte avec la salle. Après, là, moi, je suis plus censé intervenir sur l'axe-prévention, donc oui, je ne veux pas monopoliser du temps. C'était au cas où. C'était au cas où, mais on va commencer les questions de la salle, sinon, il n'y a pas de souci. Alors, n'hésitez pas à demander la parole. En attendant les premières questions, si vous voulez, je peux juste rebondir 2 secondes sur les problématiques en médecine générale. Donc, je suis médecin généraliste dans le Pas-de-Calais. Les principales problématiques pour le Covid long, pour nous, ça va être déjà de le reconnaître. Effectivement, c'est quelque chose qui a été dit souvent, mais aussi de l'intégrer dans
dans notre pratique, enfin, en gros, il faut s'imaginer qu'un médecin généraliste fait à peu près 5000 actes par an, et on est 50 000 médecins généralistes. Et parmi tous ces actes, en fait, on a tout. Enfin, c'est-à-dire on a, par exemple, sur le cancer du pancréas, tout le monde veut me dire le cancer du pancréas augmente récemment, voilà. Et donc, tout le monde veut me dire c'est hyper important, il faut qu'on détecte mieux le cancer du pancréas et qu'on le prenne mieux en charge. On va avoir la même problématique, en fait, pour toutes les pathologies. Et le Covid long est quelque chose qui vient se surajouter à un moment où on est en difficulté démographique, quoi. Je pense que ça a échappé à personne. Et donc, notre problème, ça va être de comment on va faire pour libérer du temps. Alors, ça va ramener un peu à l'histoire de la prévention. Donc, voilà, je ne veux pas non plus trop déflorer l'idée, mais globalement, si on fait de la prévention aussi, on va diminuer le Covid, mais on va aussi diminuer le reste et on va libérer du temps aux médecins pour pouvoir mieux prendre en charge les patients qui arrivent avec des problématiques un peu complexes comme le Covid long. Euh, un dernier point là-dessus, c'est sur l'épidémiologie du Covid long. J'ai pas trop entendu et je pense que c'est un sujet qui est très complexe. Globalement, le Covid long, ça touche 4 à 50% de la population, selon les sources. Donc, c'est un sujet qui est hautement débattu, hautement complexe. À la rigueur, on s'en fiche un peu. En fait, le problème, c'est une question purement de définition. Déjà, 4%, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, en fait. Donc, voilà, c'est un sujet de santé publique important. Voilà, c'est tout ce qu'il faut en retenir. Mais la prévalence précise dépend beaucoup de la définition et ça, bon, voilà. Des Covid longs qui vont être des fatigues persistantes relativement mineures, ça existe évidemment, ça reste des Covid longs, ça reste un problème, mais c'est pas trop ça qui va nous poser des problèmes. Ça va plus poser des problèmes diagnostiques à la rigueur, où les gens vont dire bon, c'est une fatigue qui persiste post-virale. Est-ce que c'est un Covid long? Est-ce que c'est parce que c'est l'hiver, que vous êtes fatigué, que vous avez vos enfants qui sont sans arrêt malades, que c'est la vie, quoi. Enfin, aussi, il y a des cycles dans la vie où on est un peu plus fatigué. Ça va être difficile d'attribuer ça à un Covid long. Un patient qui a un vrai Covid long, enfin, pas un vrai Covid long, pardon, qui a un Covid long vraiment invalidant, avec des malaises post-effort, qui a une tachycardie posturale, par exemple, ou autre, ces patients-là, a priori, on ne va pas les rater. C'est-à-dire qu'on va même si on les rate nous, et ces patients qui vont aller aux urgences, ces patients qui vont se retrouver chez un cardiologue ou autre, au bout d'un moment, ils vont quand même être repris dans le circuit, être étiquetés Covid long, et là, ça va moins être un problème diagnostique, mais plus un problème de prise en charge. Voilà. Juste pour donner un petit point de vue médecine générale sur les éléments qui ont pu être dit auparavant, et je reviens pour tout à l'heure la prévention. Alors, on va passer. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient levé les mains. J'en ai vu 3. On commence. On fait une table. On fait comme ça. Enfin, un homme, une femme, c'est possible. Alors, une femme, du coup, on commence. Vous m'entendez bien? Oui. Oula. C'était justement pour rebondir sur ces histoires de temps de la recherche par rapport au temps vécu par les patients. Déjà, pour ce qui est de la définition, on a quand même une définition du Covid long depuis 2020 par l'OMS. On est en 2025. J'entends bien que la recherche prend du temps. Mais je pense qu'il faut que les chercheurs, au niveau de la politique aussi, vous entendiez l'urgence que vivent les patients qui, pour certains, ont perdu toute autonomie. Il y a des suicides. Donc, effectivement, les essais thérapeutiques, on n'a que trop attendu. Et j'ai assisté il y a quelque temps à la journée de l'ANRS sur le Covid long, où il y a eu quand même pendant 10 minutes des chercheurs qui débattaient de est-ce que c'était judicieux de proposer une ponction lombaire à des malades du Covid long, parce que c'est quand même un petit peu douloureux. Je crois qu'il faut se réveiller. Les Covid longs souffrent tous les jours, ont des douleurs insoutenables. Si vous leur proposez de faire des ponctions lombaires pour faire avancer la recherche, il y aura la queue jusqu'au bout de la rue. Donc, le temps de la recherche est long, ça on l'entend, mais il faut aussi que vous entendiez l'urgence de nos vies qui ont été complètement chamboulées. Voilà, merci. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je rebondis effectivement sur ce qui vient d'être dit. Et donc moi, je suis Pietro Tomé, je représente l'ASFC, qui est l'Association française du syndrome de fatigue chronique ou d'encéphalomyélite myalgique, qui a été évoquée. C'est une association qui a 25 ans et qui regroupe beaucoup de malades de maladies post-infectieuses
post-virale. Donc en fait, ces questions que le Covid se pose aujourd'hui depuis 5 ans, ça fait 60 ans que l'EM se les pose. Et ça fait 60 ans que nous vivons la même chose, que nous sommes invisibilisés, pas pris au sérieux, psychiatrisés, non pris en charge, etc. Et en fait, j'ai devant les yeux un courrier de 2020 qui a été fait par l'association, envoyé à la directrice de l'HAS, au président, au ministre, etc., mettant en garde sur le Covid long, point par point, études citées, en disant ce qui allait se passer et ce qui s'est passé depuis 5 ans. Ce courrier, évidemment, a fini à la poubelle. Nous n'avons jamais été écoutés, nous avons prévenu sur le Covid long, les Covid longs devenant des EM, sur la recherche qui existait déjà, malgré tout un peu, sur les traitements à mettre en place, et nous n'avons pas été écoutés. Et c'est compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, pour répondre un petit peu à ce qui a été dit sur la formation des médecins, il y a une ligne à un moment donné dans leur formation complète qui évoque l'encéphalomyélite myalgique ou les maladies post-virales, et cette ligne fait référence à de la psychostomatisation et donc à de la psychiatrisation. Cela a amené depuis 5 ans, notamment pour les Covid longs, et je pense que tout le monde reconnaîtra de quoi je parle, à la prise de position de certains médecins qui ont inondé les médecins généralistes et internistes de fascicules de formation pour faire reconnaître le Covid long comme une maladie psychiatrisée et psychosomatique. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle en France aujourd'hui, c'est aussi compliqué de faire reconnaître la maladie et de se faire entendre par les médecins qui, en plus, ont comme consigne de nous écouter avec, au fond, la conviction qu'il faut derrière nous donner des antidépresseurs à haute dose, parce qu'évidemment tout ça est dans la tête. Donc mon propos est de dire que voilà, ce serait intéressant aussi de faire converger les luttes, d'invisibiliser personne dans tous ces syndromes. On reconnaîtra aussi les Lyme longs. Moi pour ma part c'est un cytomégalovirus, une mononucléose et 4 Covid qui ont fini par m'achever. Donc de mettre, je veux dire, toutes ces forces vives, toutes ces recherches ensemble pour converger avec les spécificités du Covid long, je l'entends, propre au Covid. Et ma question est, j'entends la recherche, mais avant tout des centres de référence qui diagnostiquent, je pense que certains sont nombreux ici à avoir entendu parler du pacing, avoir entendu en Ile-de-France parler du Dr Force. Ces gens-là viennent du monde de l'EM. Il y a des choses qui existent, des éducations thérapeutiques qui peuvent être mises en place. Donc voilà, ma question, excusez-moi, c'est... Oui, pardon. C'est est-ce qu'on pourrait... où en est-on aujourd'hui sur l'ouverture de centres de référence autres que Casper, notamment en Ile-de-France, quoi, pour ne citer que. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, on s'en occupe. On essaye de s'en occuper. On a fait pas mal de choses contre Casper. Je suis tout à fait d'accord que des maladies invisibilisées, dont notamment l'EM, mais d'autres aussi. Enfin, je veux dire, on a hystérisé la sclérose en plaques. Enfin, c'est des choses qui en effet, sont connues et que beaucoup de malades ont connues. Après, mixer les recherches, c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir de résultats. De mettre des cohortes mélangées, c'est vraiment pas possible. Ça risque de faire plus de mal que de bien. Je pense que chaque malade, et les EM aussi, ont le droit à leur reconnaissance, à leur nom et à leur recherche dédiée. Voilà. Je pense que c'est très important. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des recoupements sur les trouvailles et les différents clusters de symptômes. Mais on sait très bien qu'un même symptôme peut avoir, surtout en immunologie, des mécanismes et des causes différentes. Et du coup, c'est là où ça devient dangereux, par exemple, et pas que avec l'EM d'ailleurs, avec des maladies auto-immunes. Il y a énormément, si vous regardez le listing des symptômes de certaines maladies auto-immunes, vous voyez le même listing aussi que le Covid long. Et du coup, il faut quand même qu'on fasse des choses sérieuses, et en faisant les parallèles qu'il faut faire ensuite, en effet, pour que tout le monde puisse profiter de ce qui sera trouvé ou pas. Voilà. Il va y avoir d'abord une côté, par rapport aux deux premières questions, et on voit, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, mais par contre, il faudra faire des questions ou des interventions courtes, parce que sinon, personne ne pourra... Ouais, non, je vais répondre très rapidement. Effectivement, ce qui est important de comprendre les mécanismes de Covid long, parce qu'il y a sûrement des mécanismes communs à d'autres maladies, et ça c'est sûr, mais on ne peut pas tout mélanger. Il faut qu'on comprenne quelles sont les spécificités et les aspects communs, et à ces moments-là, on peut éventuellement réfléchir à des repositionnements de drogue pour essayer d'aller dans le bon sens. Et par rapport à la question de l'invisibilisation, en fait, combien de personnes atteintes du Covid long
existe en France aujourd'hui. En fait, on ne sait pas. Et ça, c'est les diagnostics, c'est très important. Et cette plateforme, il faut qu'on sache. Parce que s'il y en a 3 personnes, il n'y aura pas d'intérêt. Mais s'il y en a 300 000, ça change un peu la perspective. Il faut qu'on ait un état des lieux pour alerter. Donc, il y a 20% de la population en France qui est atteinte de Covid. Donc, il faut qu'on ait cette connaissance des bases. Voilà. Oui, alors, donc... On va en prendre par paquet de 3 comme ça, et après, il y a des réponses. On est d'accord? Alors, la première là, la deuxième là, la troisième là. Ah oui, vous savez, vous n'avez pas encore pris? Ah, ouais, non, ah oui, d'abord, après, voilà. Merci beaucoup. Donc Isabelle, association Covid Long Enfants. Moi, je voulais revenir un petit peu quand même sur le sujet des enfants, même si on en a déjà un peu parlé. On parlait de l'importance du pays au niveau du PIB, etc. Les enfants, ce sont des jeunes qui ne vont pas être sur le marché du travail, les enfants qui sont malades. C'est des dégâts à long terme que reconnaissent maintenant un certain nombre d'études qui arrivent au fur et à mesure sur le cœur, les poumons, le foie, etc., dans des êtres en développement. C'est des soins à très long terme qui vont peser et qui pèsent déjà sur le système de santé. Donc tout ça coûte cher. Et je crois que d'avoir un accent très important sur le Covid long pédiatrique, c'est l'avenir de notre pays quand même qui est en jeu. On parlait à l'instant de l'état des lieux. Oui, l'état des lieux est extrêmement important, mais n'oublions pas qu'il y a des études internationales qui nous donnent quand même des chiffres et des ordres de grandeur et qu'il n'y a pas de raison, c'est comme Tchernobyl, ça ne s'est pas arrêté à la frontière, il n'y a pas de raison que ça soit très différent chez nous. Les Allemands, les Italiens, ont quand même des chiffres qui sont inquiétants sur les nombres d'enfants infectés qui sont Covid long, et on sait que dans les écoles, ils continuent de s'infecter tout le temps. Et sur les sujets qui sont très importants pour nous à traiter au niveau des enfants, en dehors de la reconnaissance, qui est encore plus difficile que chez les enfants, parce que les ados, quand même, vous avez une fille qui a 15 ans, qui a des symptômes Covid long, elle est quand même très rapidement, et bien plus que les adultes, il me semble, encore envoyée en psychiatrie, parce que forcément, c'est l'adolescence, la pauvre santé mentale des jeunes, etc. Non, là-dedans, il y a une partie importante qui est aussi, qui a des symptômes de Covid long, et qui ne sait pas ce qui lui arrive, en fait. Et la grosse question de l'éducation nationale, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait travailler aussi, le lien avec l'éducation nationale, parce que des jeunes qui ne peuvent pas poursuivre leur scolarité, qui sont à l'arrêt, qui sont... on passe notre temps, nous, en tant qu'association, à travailler ces questions-là, à essayer de prendre des liens avec les établissements, à gérer des problèmes de signalement qui ont été faits au niveau de la justice pour absentéisme scolaire, quand ce n'est pas fait par les médecins. Et ça, c'est vraiment... Il y a une information au niveau de l'éducation nationale qui est essentielle à faire, et on est prêt à être à vos côtés pour ça. Voilà, donc merci d'alerter vraiment sur le sujet des enfants, c'est essentiel. Moi, j'ai une question pour le chercheur de l'Institut Pasteur. Je voulais savoir à quel point il était possible de faire une collaboration internationale, c'est-à-dire d'arrêter de faire des recherches en silo, où par exemple la France trouve des choses qui ont été déjà trouvées dans les autres pays internationaux, et de pouvoir collaborer, de mettre en commun les recherches, notamment pour utiliser des molécules antivirales qui sont utilisées par exemple au Japon, comme l'Ancitrelvir ou d'autres anticorps monoclonaux qui pourraient aider, puisque la persistance virale, comme vous l'avez dit, c'est un fait, le virus il persiste. Est-ce qu'il est à l'origine ou pas de la pathologie, de la maladie? Sûrement. Voilà, c'était ma question. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Vous parliez de... on n'a pas de chiffres quand vous dites... déjà, il faudrait savoir qui est Covid long, combien il y en a. Et par rapport aux médecins aussi, sur le diagnostic, pourquoi ne pas établir, faire un travail avec les ARS ou autres, établir comme en Suisse ça a été fait, puisque bon, je travaillais en Suisse, donc j'ai eu droit à ce questionnaire, où les médecins, par exemple, en matière d'expertise, et pourquoi pas pour les médecins généralistes, avoir ce guide, cet appui, où le médecin doit impérativement écouter les mots MOTS du malade pour diagnostiquer les mots MAUX. Et voilà, et ça, c'est peut-être que ce serait, on parle de formation pour les médecins, mais pour en avoir vu plusieurs,
les médecins généralistes n'ont pas le temps de formation. Hein. Moi, je me suis vu répondre que le médecin il dit si je n'ai pas le temps, si je fais ça, qui va s'occuper de mes patients? Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué. On parle de former les médecins, mais il faut aussi qu'ils puissent avoir le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez qu'il y ait, alors au-delà du recensement qui est pour moi nécessaire et impératif, c'est aussi à la base, c'est le médecin généraliste. On nous renvoie toujours vers le médecin généraliste qui doit, c'est le point de départ. Donc si lui déjà il biaise la chose, ou il a, je suis désolée, je trouve pas les mots, il l'évite. Bon ben voilà, donc la maltraitance, bon, je l'ai subie comme sûrement beaucoup d'autres, mais étant infirmière, j'ai pas lâché le morceau. Hein. C'est vrai que ça a été compliqué avec mon médecin, mais voilà, il faut impérativement, il n'a pas le temps, et puis il y en a qui n'ont pas envie non plus de s'investir. Donc voilà, c'est pas les formations, alors c'est même pas la peine de leur en parler. Voilà, c'est juste en Suisse, c'est un questionnaire, voilà, qui est fait en matière d'expertise, mais aussi justement qui a été fait pour éviter qu'on dise voilà, je l'ai subi, donc elle exagère, elle fait du cinéma, voilà. Donc de vraiment écouter les mots du patient, MOTS, voilà. Bonjour, je suis Nora Sarah, je suis journaliste et je travaille actuellement sur un livre enquête sur le Covid long, justement. Et à travers tous les témoignages que j'ai eus, je m'adresse aux associations, donc aux malades et aux médecins. Est-ce que vous avez vu aussi des patients qui ont abandonné le système, dans le sens la médecine traditionnelle, au profit des médecines alternatives? Et notamment, ce serait une porte ouverte aussi aux dérives, d'après ce que j'entends aussi parfois. Et voilà, je voulais avoir votre point de vue à ce sujet-là. Merci. Aurélie, moi je suis la plateforme normande d'éducation thérapeutique. Je voulais juste signaler que pour l'instant, il n'y a pas de traitement, il y a du traitement symptomatique, il y a peu de diagnostics, mais on peut quand même proposer des choses pour redonner du pouvoir d'agir aux personnes. Et oui, les médecins n'ont pas le temps, mais ils peuvent aussi adresser... On essaie en éducation thérapeutique, il y a certains endroits qui ont lancé des programmes. Nous, en Normandie, on a essayé d'expérimenter. On est parti d'une kiné qui avait des patients avec des problèmes respiratoires. Et là, on a essayé de créer des ateliers pour les accompagner. C'est aussi la maladie chronique, quelle qu'elle soit, elle est très souvent, comme vous dites, invisibilisée, mais il y a aussi des moyens. On peut proposer des choses aux personnes. Je suis médecin, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais il faut savoir aller vers les autres, dire moi j'ai pas le temps aujourd'hui, mais il y a des endroits pour vous écouter, il y a les associations de patients et il y a aussi des ateliers d'éducation thérapeutique où on va travailler des compétences d'auto-soin, où on va parler des symptômes, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, de toutes les conséquences. On va proposer de l'accompagnement sur la sexualité, l'emploi, le quotidien, le passing. Voilà, nous on essaye de structurer des choses. On est prêt à proposer nos ateliers d'éducation thérapeutique aux autres structures. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi réfléchir globalement. Il y a des choses qu'on peut déjà faire maintenant, mais il faut savoir les proposer. Récapituler l'ensemble des questions. Je vais laisser les intervenants répondre. Je pense qu'ils pourront se répartir utilement les choses. Alors, quelle collaboration internationale pour la recherche? La question pédiatrique, elle a été évoquée, c'était plutôt une intervention, un complément, et pour nous dire qu'il fallait vraiment pas du tout oublier ce volet-là. Autre question, pourquoi ne pas travailler avec les ARS pour avoir une sorte de vademecum, de guide, voilà. Et la question de la formation des généralistes, la question des patients qui seraient sortis du système, les malades qui seraient sortis du système, et les dérives potentielles. Donc je pense que Solène a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis la question de l'éducation thérapeutique et de l'existant, enfin ce qui existerait déjà pour les malades. Donc à vous. Alors si en visio vous souhaitez, voilà. Donc il y a Mickaël qui a levé la main. Je le note. On laisse d'abord les autres parler parce que je sais que pour vous contacter c'est compliqué.
Je réponds la première sur la recherche et collaboration internationale. En fait, ça existe. Tous les chercheurs, du point de vue individuel, ils peuvent trouver des collaborations à l'étranger pour travailler sur un point commun. Ça existe. Et en France, moi et d'autres chercheurs ont des collaborations internationales sur des points communs. Après, si il y a des programmes incitatifs sur un sujet spécifique pour des collaborations internationales avec des pays spécifiques pré-identifiés, les chercheurs vont se mettre en groupe et vont répondre à cet appel à projet incitatif. Parce qu'après, un chercheur de niveau individuel, on travaille sur un projet de recherche, sur une question très spécifique, et ça dépend après du niveau d'appel à projet des organisations des financements de la recherche françaises, européennes ou internationales pour qu'on puisse se mettre ensemble. Donc. Et après, ça revient. Donc, il faut qu'il y ait un budget pour cet appel pour qu'on puisse répondre à l'appel. Alors, vas-y. Merci beaucoup. Moi, c'était pour rebondir sur la partie médecine générale, du coup. Alors, la HAS a produit des documents déjà sur le Covid long depuis 2021, ils les mettent régulièrement à jour. Les ARS, c'est pas franchement un bon relais pour les médecins généralistes. Les ARS communiquent très mal avec nous. À la rigueur, on a plus avec les médecins généralistes libéraux, ils communiquent davantage avec les hôpitaux. Nous, l'équivalent, c'est plutôt les URPS éventuellement, mais les URPS ne sont pas non plus excellents pour communiquer, c'est-à-dire qu'ils envoient une fois par mois des mails avec une trentaine de liens sur lesquels personne ne clique, quoi. Donc, voilà. Du temps pour se former, on a 21 heures par an qui sont indemnisées et qui peuvent être utilisées, comme je disais, soit pour le Covid long, mais ça peut être, encore une fois, je parle du cancer du pancréas parce que c'est un sujet d'actualité, mais ça peut être sur la BPCO, ça peut être sur la scoliose de l'enfant, sur des problèmes de genoux, des choses qui finalement sont beaucoup plus des problèmes pour nous au quotidien dans le cabinet. Alors, j'entends évidemment l'urgence du Covid long, si je suis là, c'est quand même pas non plus vraiment. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le Covid long et c'est hyper important. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse des choix et c'est attendu. Malheureusement, peut-être que les médecins généralistes privilégient ce qui est le plus prévalent pour eux. Et alors, par exemple, j'ai entendu parler de passing. Alors, j'ai écrit un article dans Exercer, qui est une revue qui a une diffusion uniquement auprès des médecins généralistes, qui est la revue francophone de médecine générale, comme elle s'appelle. Et sur le passing, sur comment on fait et l'importance que ça a de ne pas faire de la rééducation trop intense chez les patients qui ont un Covid long. Pour autant, des patients qui ont eu un Covid long et nécessitant du passing, j'en ai eu une en 5 ans. Parce que, encore une fois, ces patients qui ont des Covid longs très graves restent relativement rares, et heureusement. Et donc, ce qui explique aussi que beaucoup de médecins généralistes vont pas avoir ce besoin ressenti, en tout cas, de se former à ces problématiques. Voilà. Donc, c'était juste pour rebondir là-dessus. Alors, nous, des patients qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin de pacing et qui ont des complications, on en a beaucoup. Alors, je sais pas. Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous pensez que vous avez 50 000 patients en France qui sont concernés par un besoin de passing plus ou moins? Ça, je ne sais pas. Enfin, pour le coup, on n'a pas plus de chiffres que les chiffres. C'est ça. En fait, il faut toujours, même si c'est 2000 patients, c'est beaucoup. Il faut les prendre en charge correctement. Oui. Là-dessus, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'on est encore une fois 50 000 médecins généralistes. Donc, s'il y a 2000 patients, ça veut dire qu'il y en a un tous les 25 médecins généralistes. Vous voyez. Enfin, et s'il y en a 10 000, c'est un tous les 5 Ah oui. Enfin, bref. Alors, je comprends mieux. Mais je comprends mieux. Mais la question, là, nous, on la voit côté patient. Bon, bref. Sur les chiffres, on va passer aux autres questions. C'était quoi Patient sorti du système. Ah oui, patient sorti du système. Alors ça, il y en a pas mal. Il y a 3 raisons de sortie du système. Il y a la raison invoquée par, je crois que c'était Nora. C'est ça ? Voilà. La raison invoquée par Nora, c'est celle qui est la plus inquiétante, la plus massive, et je pense qu'elle existe dans d'autres maladies aussi. Quand il n'y a pas, quand le médecin psychologise, quand on sait qu'il n'y a pas de traitement,
on est vite happé, et surtout dans le cas du Covid long, puisqu'en fait, en gros, Réinfo Covid et tous les anti-vax se sont reconvertis quand ils ont vu qu'en fait le Covid long était un sujet. Ils se sont dit, mince, on va arrêter de dire que le Covid n'existe pas, est un complot mondial, on va plutôt leur vendre des choses. Et du coup, ils font des conférences, et puis ils vendent leurs solutions miracles. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Nous, on n'en a pas beaucoup à Winslow. On a des gens qui quittent le système de santé parce qu'ils sont mis en danger en salle d'attente, parce que c'est un combat avec le médecin pour faire reconnaître les besoins, etc., voire même juste la connaissance de la maladie, et qu'en fait, ils sont fatigués au bout d'un certain nombre d'années et ils vont juste plus chez le médecin. Alors moi, je vous donne un exemple. Je vais le moins possible dans le milieu médical. J'y vais que contrainte et forcée par les soucis avec des anticoagulants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment... Il y a en fait différentes sortes de sorties du système médical, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Pour la raison évoquée, donc partir vers les médecines alternatives, et je pense qu'il y aura plein de gens pour vendre plein de trucs de plus en plus, et on les voit popper sur les réseaux sociaux partout en ce moment. Donc ce n'est que le début, et c'est assez inquiétant. Et en plus, du côté médical, quand il n'y a pas le temps, et pour ceux qui ne connaissent pas la pathologie, et ben quelque part, certains médecins, c'est presque comme s'ils allaient envoyer leurs patients faire ce genre de médecine alternative, hein. Ça arrive. Bon, après ça, c'est parce que je viens du milieu de la Bretagne et que c'est une terre de druides et que ils adorent ça. Mais voilà, ça éloigne les patients de la vaccination, ça éloigne les patients du soin, et c'est vraiment dangereux. Voilà. Et puis pour la dernière question, éducation thérapeutique, les ateliers, bon bah ça c'est pareil. Les gens à Winslow, en tout cas, on verra ce qu'en disent les autres associations, mais ils iront pas. Ils iront pas. Les ateliers, ils les font au sein des associations. C'est là qu'on a trouvé le meilleur soutien, c'est là qu'on parle le mieux, c'est là qu'on a les meilleurs conseils, c'est là qu'on peut donner, par exemple, des alertes sur les risques de complications. Quand je parle de risques de complications, pendant de la kiné, à Winslow, il y a des gens qui ont fait une embolie pulmonaire en récidive, il y a des gens qui ont fait des malaises post-effort et se sont dégradés. Tout ça, c'est des complications pour moi, pour le Covid long. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de gestion du risque de complications dans ce type de structure. Et tant qu'il n'y en a pas, on n'ira pas, en fait. Et les groupes de parole, on les fera au niveau associatif. On n'a pas envie d'être institutionnalisé. On n'a pas envie que les médecins reprennent ça pour nous dire comment le faire alors qu'on le fait depuis 5 ans. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu du mal avec ça. Donc voilà, du côté Winslow, en tout cas, voilà ce que je voulais en dire. Oui, merci. En fait, ce qui vient d'être dit là, et notamment sur le nombre de patients et en quelque sorte le nombre par médecin, me fait penser un peu à la situation des maladies rares, même si le Covid long n'est pas une maladie rare, mais effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, mais à faire de façon sérieuse et de façon pluridisciplinaire et en associant véritablement les patients, un travail à faire de guide de prise en charge qui ensuite devront en diffuser, etc. Et ça, c'est un autre sujet que, effectivement, l'impact des recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais qu'il y en ait une actualisation et qu'elle soit véritablement adaptée pour qu'au moins des médecins puissent avoir des référentiels sérieux et que, justement, on évite qu'il y ait un recours à des dispositifs dits alternatifs et qui sont plus toxiques, voire sectaires, qu'une prise en charge adaptée et non psychologisante. Alors, je vous remercie toutes et tous pour cette première table ronde et les excellentes interventions et témoignages.